Et donc, je vais appeler maintenant 4 intervenants de cette table ronde à me rejoindre ici. Et je commence par Gilles Quénénervé. Mais les 3 autres peuvent aussi, dès maintenant, nous rejoindre sur scène. Et je vous invite à prendre place. Alors, je vais commencer par présenter nos intervenants. Gilles, vous êtes le directeur des sports du ministère depuis 2018 et beaucoup le savent, mais je vais quand même le repréciser, vous êtes également un ancien athlète de haut niveau et médaillé olympique d'athlétisme, c'est important de le préciser. Alors pour représenter l'Agence nationale du sport, je me tourne maintenant vers Yacine Medjahed, conseiller développement au sein de l'agence. Yacine, vous êtes plus particulièrement en charge des appels à projets nationaux, dont vous nous parlerez plus en détail tout à l'heure, et notamment d'Impact 2024, dont la ministre a parlé. Vous êtes également responsable des relations avec plusieurs fédérations, dont les fédérations d'athlétisme, de basket et de montagne-escalade. Johan Coé, vous participez à cette table ronde pour représenter le mouvement sportif. Vous êtes depuis 6 ans directeur du pôle développement des activités physiques et sportives du Comité national olympique et sportif français. Et vous êtes notamment en charge des dossiers sport-santé, des liens avec les établissements scolaires, du développement durable et des relations avec les territoires. Et donc vous étiez la personne idoine pour pouvoir discuter de ces sujets avec nous. Et enfin, pour apporter un regard de terrain, un contrepoint territorial, je suis très heureux d'accueillir Mokrane Ramoun. Mokrane, vous êtes président du réseau des directeurs des sports de Seine-Saint-Denis et vous êtes par ailleurs le directeur des sports, de la vie associative et de la politique de la ville de La Courneuve. Votre réseau s'investit notamment beaucoup dans le dispositif Savoir Nager, dont vous aurez l'occasion de nous parler plus en détail tout à l'heure. Alors, merci. Avant de laisser la parole à nos invités, je vais dire quand même quelques mots pour introduire cette table ronde. Elle sera l'occasion, la ministre l'a déjà fait, de réaliser une synthèse de la journée au cours de laquelle, vous le savez, nous avons travaillé sur les freins à la pratique sportive dans les quartiers prioritaires, pour les personnes en mauvaise santé, pour les personnes isolées ou pour les personnes en situation de handicap. Et je crois que ce qu'ont montré nos travaux, nos discussions communes, c'est qu'on ne peut pas dire que le sport est intégrateur ou émancipateur naturellement ou spontanément. Ce que toutes nos discussions ont montré, c'est que ça dépend fondamentalement des politiques d'accompagnement qui sont menées, que ça suppose une approche volontariste sur la demande, qui n'a pas seulement à modifier l'offre, et que c'est une approche volontariste qui doit être réalisée par les clubs, par les associations et par les fédérations, par tous les acteurs qui participent au sport de près ou de loin. Alors nous avons également réfléchi très récemment lors de la dernière table ronde aux freins à la pratique sportive féminine et surtout aux discriminations auxquelles les femmes sont confrontées dans le milieu sportif. Et de ce point de vue d'ailleurs, je tiens à m'en excuser, mais nous ne montrons pas l'exemple malheureusement aujourd'hui, hein, nous sommes 5 hommes pour clôturer, et je voulais juste dire que c'était pas prévu initialement et que c'est le fait de contraintes d'agenda, notamment Madame Henriquez que vous avez entendu ce matin devait participer à notre table ronde, puis finalement a ouvert la journée, mais voilà, et donc nous le regrettons, mais que nous allons essayer évidemment de bien parler de ces problématiques. Et Johan Coé nous dira d'ailleurs quelques mots des efforts en cours pour rendre la gouvernance du sport plus paritaire au cours des prochaines années. C'est vraiment une préoccupation importante du CNO. Donc, lors de cette dernière table ronde, nous allons voir comment pouvoir lever les freins à la pratique sportive, redonner envie de faire du sport au plus grand nombre. Et c'est pour cette raison que nous avons convié des représentants du ministère, de l'Agence nationale des sports, du CNOSF et des collectivités territoriales. Sans plus attendre, je me tourne vers vous, Gilles, pour démarrer notre discussion. Les annonces d'aujourd'hui du gouvernement nous ont à nouveau rappelé le contexte sanitaire actuel pèse beaucoup sur la pratique sportive, forcément, et ainsi un préalable pour réussir la politique du sport pour tous est de revenir rapidement au niveau de pratique d'avant-crise. Je sais que c'est l'un de vos objectifs, l'une de vos priorités. Dans ce contexte, je voulais savoir comment le ministère et la direction des sports se saisissent de la question de la réduction des inégalités et quelles sont vos priorités d'action. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Madame la ministre a dépeint une situation qui est
une multiplicité de dispositifs qui, je l'espère, vont nous permettre de réduire les inégalités et évidemment de favoriser la pratique du sport pour tous, partout, par tous. C'est vraiment le leitmotiv et c'est ce qui nous motive au ministère des Sports pour travailler sur les différents dispositifs. Alors ces dispositifs, on les construit à partir de l'observation et l'INGEP, vous participez évidemment, vous nous communiquez des informations. On a un observatoire qui concerne les acteurs du monde économique au sein du ministère des Sports qui nous permet d'avoir des remontées de terrain aussi et de travailler sur les différents dispositifs. Et puis ensuite, on essaye d'avoir une vision à 360 degrés et on travaille sur différents aspects. On a essayé de travailler sur les représentations. Vous avez pu le constater cet été, on a lancé une grande campagne. C'est trop bon de faire du sport, c'est trop bon de faire du sport en club. Et dans cette campagne, on a essayé d'inciter l'ensemble des Français à participer, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quel que soit son territoire et quelle que soit sa pratique. Et ça, il était important pour nous de travailler sur ces représentations parce que c'était un domaine peut-être qu'on avait laissé de côté depuis longtemps. On travaille aussi évidemment sur des dispositifs qui vont nous permettre de faciliter la pratique, que ce soit par des équipements sportifs, que ce soit aussi sur un travail sur les mobilités. La ministre l'a dit également. On est dans une stratégie sport-santé qui nous permet de travailler sur le handicap, sur la santé, sur les différents publics, mais aussi sur la faculté que les personnes peuvent avoir à se déplacer, à avoir accès à des pratiques sportives et des sites. Donc ça, c'est aussi un aspect important. On travaille également sur les compétences, parce que lorsque vous souhaitez pratiquer une activité, vous avez besoin d'être parfois encadré ou pas. Mais si vous êtes encadré, on a aussi besoin de faire changer les mentalités, de faire évoluer les compétences. Et donc, dans le cadre de formation, dans le cadre de travaux que l'on mène avec les acteurs du sport, on essaye de favoriser un certain nombre de comportements, d'approches différentes pour que tous les publics, tous ceux qui franchissent la porte d'un club, tous ceux qui viennent sur un lieu de pratique puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles. On travaille avec un de nos pôles ressources nationales, qui est le pôle sport innovation, qui travaille sur ces compétences avec les acteurs du champ sportif et qui vont nous permettre, je l'espère, encore une fois, de modifier ces représentations. Et puis, on a évidemment une autre appréhension qui est celle de la participation de chacun à la vie démocratique des clubs, des structures qui gouvernent le sport français. On a une proposition de loi qui va bientôt sortir où on va augmenter la part notamment des féminines dans les instances dirigeantes. On a cette volonté de travailler avec le mouvement sportif sur un certain nombre de points. Mais voilà, l'approche, elle est vraiment à 360 degrés. On souhaite vraiment réduire les inégalités sportives, mais quelles qu'elles soient, encore une fois, que ce soit un accès à la pratique différencié, que ce soit une pratique un peu différente, que ce soit des sports qui soient pratiqués par des hommes ou des femmes. Mais surtout, l'important pour nous, c'est qu'il y ait une pratique sportive et qu'elle soit évidemment multiple et la plus diversifiée et la plus évidemment étendue sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, Gilles. Je me tourne maintenant vers vous, Yacine. Je sais que vous avez deux grands objectifs à l'Agence nationale du sport. Le premier, que tout le monde connaît, centré sur la haute performance sportive, qui vise à atteindre le top 5 du nombre de médailles au JO de Paris, mais qui ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui. Et le second, qui vous concerne directement à la direction du développement, d'augmenter la pratique sportive avec une cible de 3 millions de pratiquants supplémentaires. Mais évidemment, tout dépend du type de pratique dont on parle. Et la conférence de ce matin a bien montré, statistique à l'appui, à quel point les pratiques étaient diverses. Et donc, ma question, c'est de savoir, au-delà de la pratique traditionnelle fédérale, avec les pratiques très diverses, par exemple dans d'autres associations, en maison de quartier, en pratique autonome ou dans des structures lucratives, quel type de pratique vous allez privilégier pour développer la pratique sportive pour tous ? Merci pour l'invitation et merci pour cette table ronde. Rappelez aussi que je suis là pour représenter Madame Agathe Barbieux, directrice du développement. Voilà, ça répondra aussi à la question des représentations autour de cette table. Alors, vous l'avez dit, deux piliers, la haute performance et le développement des pratiques. La question du développement des pratiques, elle est vaste. On l'a vu depuis ce matin. Les pratiquants, les pratiquantes, les pratiques sont diverses et variées. L'ambition de l'agence est de pouvoir agir sur différents leviers. Alors, on a parlé des clubs fédérés. On est aussi au sein de la maison
la Maison Olympique, et on a à cœur d'accompagner les fédérations. Cette année, c'est plus de 36 000 actions qui ont été soutenues dans le cadre des projets sportifs fédéraux, pour essayer d'accompagner les clubs sportifs, parce que c'est le premier maillon de la pratique sportive. Comment essayer d'accompagner les éducateurs, comment essayer d'accompagner la création de sections sportives pour essayer d'élargir le spectre des pratiquants. Alors l'idée, c'est pas de me fâcher avec le CNOSF, mais les pratiquants sont aussi en dehors des radars des clubs sportifs, et j'ai envie de vous dire que les fédérations n'ont pas entendu l'agence pour essayer de travailler sur cette dimension-là et d'essayer d'aller capter de nouveaux pratiquants. Mais de nouvelles pratiques commencent à émerger. On a vu passer le airbad, on a vu passer le hand à 4, on a vu passer le basket 3-3. Ce sont de nouvelles pratiques qui vont investir de nouveaux champs, qui vont investir de nouveaux territoires et de nouveaux espaces. Et elles sont ouvertes à tous. Je prends l'exemple du basket 3-3 parce que je suis plus particulièrement la fédé de basket. Ce sont des équipements qui sont ouverts à tous. Elles ne sont pas ciblées pour des clubs affiliés ou pour des licenciés. Mais c'est cette idée aussi de pouvoir aller au plus près des pratiquants et au plus près de la pratique sportive. On l'a vu depuis ce matin, les pratiquants sont divers et variés, et le parcours de vie sportive est jalonné de différentes phases. On est licencié, on n'est plus licencié, on va dans des salles privées, et l'Agence nationale du sport a vocation à essayer de faire converger différentes initiatives, différentes innovations. Ça passe aussi par l'innovation technologique, et c'est cette dimension-là que l'agence souhaite porter. Et vous le savez très certainement, au sein de l'agence, il y a aussi le monde économique. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir travailler avec les acteurs du monde économique pour essayer de travailler sur cette pluralité. Pour conclure, le spectre des pratiquants, il est très large, et l'Agence nationale du sport a vocation à outiller et accompagner les acteurs du mouvement sportif et les acteurs d'autres univers à essayer d'accompagner la pratique sportive, essayer d'atteindre cet objectif ambition de plus 3 millions de pratiquants en 2024. Merci beaucoup. Johan, qu'en est-il de votre côté? Alors, je vais avoir une question double. La première, c'est que Gilles a parlé de travaux en cours avec vous, avec le CNOSF et le mouvement sportif, pour travailler sur la gouvernance des instances. Et je sais que vous avez beaucoup de travaux en cours, notamment sur la féminisation de ces instances. J'aimerais que vous nous en disiez 2 mots. Et la deuxième chose, je crois que vous avez mené une enquête un petit peu large sur les actions sociales de l'ensemble des fédérations, et donc ça va nous permettre aussi d'avoir une vision un peu large de ce que le mouvement sportif a fait ces dernières années de ce point de vue. Merci. Je vais inverser. Je vais d'abord commencer par l'étude et après je reviendrai sur les actions. C'est juste pour vous faire connaître justement cette étude qui a été réalisée en mars 2021 sur les offres à caractère social des fédérations. Et je vais juste prendre 5 minutes pour ne pas avoir à tout expliquer, puisque ça serait un peu trop long ici, mais c'était surtout de pouvoir étudier, examiner ces actions, mais telles qu'affichées au grand public, c'est-à-dire pas rentrer dans les détails tels que l'agence peut le faire dans le cadre des PSF, par exemple, enfin des projets sportifs fédéraux avec des axes très codifiés. Là, c'était de savoir ce que les fédérations mettaient en avant sur leur site internet ou dans leurs publications sur ces actions dites à caractère social. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une différence entre ce que faisaient naturellement les fédérations au quotidien avec leurs clubs sur ces dimensions sociales, et on est sur du 360 degrés, et celles qui étaient valorisées par ces fédérations avec un parti pris de dire que plutôt cette action mise en avant ou plutôt qu'une autre, avec la question de l'actualité, avec cette question de calendrier sportif souvent qui prend le dessus par rapport à ces questions sociales. Mais cette enquête montre quand même qu'on a pu relever 950 actions concrètes à caractère social, qu'on est majoritairement sur des actions portées par les fédérations olympiques ou nationales sportives, alors que contrairement, on attend un peu plus les fédérations affinitaires ou scolaires sur ces dimensions, parce que c'est intrinsèque un peu à leur existence. Donc il y a des choses intéressantes à aller creuser pour ceux qui voudraient justement avoir un panel de l'ensemble des fédérations, puisqu'on est essayé quand même d'identifier au moins une action parmi les 108 fédérations membres du CNOSF. Voilà, ça c'était pour cette
première partie. La deuxième partie, concernant justement les actions, Brigitte, la présidente, donc Brigitte Henriques, a fait quand même ce matin une présentation de l'ambition qu'aura le CNOSF pour cette future Olympiade. Un programme politique a été avancé et en tout cas se veut d'être respecté d'ici à l'aune 2024 et surtout pour préparer justement l'après 2024, puisque l'idée c'est de profiter pendant ces 3-4 années de la dynamique, du poids que peut représenter les Jeux pour avancer plus fortement, plus rapidement sur certains sujets. Un des axes politiques de la présidente relève des grandes causes nationales du sport et dans lequel on va retrouver justement toutes ces dimensions, qu'elles soient en lien avec la santé, en lien avec l'éducation, en lien avec la mixité, en lien avec la lutte contre les violences faites dans le sport ou les discriminations, donc on en a parlé aussi tout à l'heure, et avec la mise en place de vice-présidentes dédiées, avec des commissions mises en place de manière exclusive. Et pour revenir à l'une des questions qui traitait la question de la mixité dans la pratique, je ne vais pas revenir parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais avec réellement un travail sur le constat qui a été fait suite aux dernières élections fédérales, où on s'est aperçu que sur le niveau de la parité, on était à peu près on est sur 300, un manque de 300 femmes pour atteindre la parité au sein des instances dirigeantes des fédérations au niveau national, et beaucoup plus dès l'instant où on va descendre dans les instances régionales et départementales. Donc une des actions en tout cas qui tout de suite a été avancée par la présidente était de créer ce club des 300 pour préparer, sensibiliser, accompagner un collectif de femmes afin que justement on puisse réduire cet écart lors des prochaines élections. Donc voilà un axe sur cette question de plus grande parité dans les instances, pour revenir sur ce que disait Élie tout à l'heure, en disant que c'est aussi un des moyens de régler, de traiter cette question d'inégalité à la pratique, en tout cas d'un point de vue pratique féminine. Ça passe aussi par disposer d'une gouvernance au sein des instances dirigeantes qui soit beaucoup plus mixte, tout simplement, que ce soit dans le genre ou dans la diversité. On est bien d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on vient de parler de politique nationale d'une certaine manière, et tout à l'heure, il a beaucoup été dit lors de la première et de la deuxième table ronde ce matin que l'important en matière de sport et de réduction des inégalités par le sport, c'était le dernier kilomètre. Donc, je me tourne vers un acteur territorial, Mokrane, pour savoir ce que vous observez sur le terrain comme évolution et comment un réseau de directeurs des sports, des municipaux des sports, peut accompagner ces évolutions. Déjà, merci tout d'abord à l'INJEP pour cette invitation et cette thématique qui met un petit peu en avant le sport et cette question majeure des questions d'inégalité dans la pratique sportive. Je vais essayer effectivement, c'est la seule structure, le réseau des directeurs des sports, on n'a pas vocation à représenter nos collectivités, on est un réseau d'acteurs et on se sert de l'expertise quotidienne pour essayer d'apporter des réflexions territoriales. Donc c'est important. Je vais essayer de vous traduire un petit peu le ruissellement, ce que vous appelez le ruissellement, comment il est perçu à l'aune de notre territoire. Tout d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que la question des politiques sportives, c'est pas une compétence obligatoire dans les collectivités. Donc c'est souvent et de ce fait, c'est souvent le fruit d'une volonté politique d'élus et qui s'arbitre souvent en fonction des moyens dont dispose cette collectivité-là. Donc ça crée forcément au sein même de la Seine-Saint-Denis quelques inégalités en termes de traitement, de pratiques d'activités physiques et sportives. On n'a pas tous les mêmes moyens d'agir en Seine-Saint-Denis. Donc il y a cette disparité-là qui est le fruit d'une organisation, d'une déclinaison de compétences. Sur la perception, nous, de l'enjeu, on l'a distingué en triple questionnement, la question du financement. La question du financement du sport qui constitue pour nous un enjeu en termes de politique. Comment on finance le sport sur un territoire comme le nôtre? La question de la gouvernance d'une collectivité à une autre, c'est pas les mêmes comment dire,
Il y a certaines associations qui sont beaucoup plus puissantes dans les collectivités avec des moyens beaucoup plus importants, où on voit c'est eux qui portent le sport sur les territoires. A contrario, dans d'autres collectivités, c'est plutôt la collectivité, c'est plutôt le service des sports qui va porter cette politique-là. Donc il y a ce regard. Souvent, nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, ce fameux dernier kilomètre permet d'apporter, de pouvoir interroger, interpeller la bonne personne et permet de pouvoir porter ces enjeux nationaux de manière le plus concrète possible. D'avoir un truc uniforme, ça ne marche pas chez nous. Il faut vraiment être très fin dans l'application, dans la déclinaison de ce qu'on va pouvoir porter sur nos territoires. Et puis, un dernier enjeu, c'est effectivement la question de la démocratisation des pratiques, qui est un sujet qui importe beaucoup notre territoire. Merci Mokrane. Alors, je crois que ça conclut notre premier temps, qui a permis à chacun de présenter un certain nombre de politiques, pas l'ensemble des politiques évidemment menées par les différents acteurs qui sont représentés autour de cette table ronde. Et dans un deuxième temps, j'ai demandé à chaque intervenant de nous parler d'une action concrète ou d'un dispositif concret qui a été particulièrement efficace pour réduire sur le terrain les inégalités sportives et développer le sport pour tous. Alors en plus, j'ai donné cette consigne avec une contrainte supplémentaire qu'il ne s'agisse pas d'un dispositif porté directement par le ministère, le CNOSF ou l'Agence nationale du sport. Donc j'espère que voilà, vous ne m'en voulez pas de vous demander de vous livrer à cet exercice. Et puis je vais vous redonner la parole, Mokrane, puisque vous avez souhaité nous parler du savoir nager, je crois, et donc je vous laisse la parole pour en parler. Alors, nous, on va se faire un peu l'écho à la fois du ministère, de l'ANS et du CNOSF, puisqu'effectivement, sur ces questions d'inégalité, et je renvoie à une étude qui a été réalisée par l'INJEP, qui mettait en avant cette question d'inégalité à travers la question du savoir nager. Donc c'est une réalité, je vais pas décliner les fruits de cette étude-là. Il y a une évidence sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, mais comme ailleurs, la question du savoir nager est un enjeu. Je ne reviens pas sur les propos de Madame la ministre des Sports. Si on n'a pas aujourd'hui l'attestation du savoir nager pour un enfant sur notre territoire, c'est l'accès aux vacances et particulièrement l'accès aux activités nautiques pendant les périodes de vacances, que ce soit en centre de loisirs ou que ce soit en colonie de vacances. C'est excluant, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas pratiquer un certain nombre d'activités s'il n'a pas cette attestation. Et c'est pour nous, c'est un enjeu essentiel. Hier encore, on travaillait sur un dispositif qu'on a porté, financé par l'ANS, c'est le dispositif Mon École, Ma Ville, Mon Club, qui réunit à la fois l'ensemble des acteurs à la fois d'éducation nationale, les acteurs des associations sportives, la Fédération française des maîtres nageurs, le syndicat des maîtres nageurs et les collectivités. C'est-à-dire qu'on a décidé de mettre tout le monde autour d'une table et d'essayer de développer un plan d'aide à la pratique. Ça se décline d'une manière très simple. C'est pendant le temps scolaire, les enfants ayant des difficultés aquatiques sont identifiés par les maîtres nageurs, qui pour la plupart, c'est eux qui font l'enseignement de la natation sur le temps scolaire. Donc ils identifient les enfants qui sont non nageurs et on leur propose à travers des stages massés qu'on organise pendant les périodes de vacances scolaires, de pouvoir rattraper. C'est comme les cours de soutien scolaire qu'on peut avoir en maths, en français. Nous on le propose sur la natation, avec des piscines, des lignes d'eau qui sont mobilisées pendant ces périodes-là. Et on permet à ces enfants-là d'essayer de faire un petit rattrapage sur la question du savoir nager. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement, ça se décline différemment d'un territoire à un autre. Le réseau des directeurs des sports aide à essayer de trouver les bons interlocuteurs. Est-ce que c'est le centre de loisirs? Est-ce que c'est la structure jeunesse? Est-ce que c'est le service des sports, etc. Et on voit bien qu'à travers les résultats, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a décliné ce projet-là, que les choses fonctionnent et qu'on a des résultats beaucoup plus positifs. On est bien accompagné par le ministère des Sports, puisqu'on travaille beaucoup avec Pierre-Olivier et Gaël Augier qui nous suivent sur ce sujet-là. Mais on voit bien que quand on met tous les interlocuteurs autour d'une table, ça fonctionne.
Donc c'est pour nous un des enjeux pour réduire les inégalités. Il faut être capable de pouvoir rassembler des gens, des acteurs différents et de pouvoir essayer de se mettre autour d'une table pour travailler ensemble sur un sujet qui est pour nous une priorité. Merci beaucoup Mokrane, et je crois que vous aurez l'occasion de nous reparler de cet enjeu de faire travailler tous les acteurs ensemble et de voir à quel point les JO peuvent apparaître comme un accélérateur de ce point de vue-là. Gilles, je me tourne vers vous. De quel dispositif ou projet voulez-vous nous parler? Alors, je vais parler de la seconde partie d'un projet qui s'appelle Impact 2024, puisque la ministre l'a évoqué, peut-être que l'agence y reviendra. Impact 2024, évidemment, dispositif important puisqu'il met en relation le sport et puis les acteurs sociaux, éducatifs. Et ça, c'est plutôt intéressant et important. Donc, un dispositif qui existe. Mais surtout, on a essayé d'aller un peu plus loin et on a créé, avec l'aide de partenaires, une plateforme qui est la plateforme sport et insertion, sport et inclusion. Et on a besoin de vous, tous qui êtes présents dans cette salle, pour alimenter cette plateforme. C'est une plateforme qui va reprendre l'ensemble des outils qui sont développés dans le cadre d'Impact 2024, mais qui surtout va servir à partager les expériences, à avoir des retours de terrain, à nous donner des bonnes pratiques et à faire que tous ensemble, que ce soit les acteurs du monde sportif, les acteurs socio-éducatifs, le monde social, puissent échanger et puissent surtout avancer ensemble sur les questions qui nous préoccupent tous, évidemment, d'inclusion, d'insertion, les difficultés que peuvent connaître nos pratiquants en club ou non sur les territoires, les difficultés que peuvent connaître évidemment les personnes qui sont en QPV pour avoir un accès à la pratique. Donc vraiment un dispositif intéressant parce qu'il va être collaboratif, il va nous permettre du partage et surtout il va permettre de construire les politiques publiques de demain pour aller encore plus loin dans l'appréhension de ces sujets et surtout pour trouver des solutions qui soient les plus pertinentes possibles. Parfait, intéressant. Je ne connaissais pas l'existence de cette plateforme, donc moi j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui, ça ne fait pas exception. Est-ce qu'elle est déjà en ligne ? On est en train, oui, de finaliser les choses et surtout on essaye de l'ouvrir le plus largement possible. Donc voilà, je réitère mon appel, une plateforme qui vous est totalement ouverte et offerte. Johan, qu'en est-il de votre côté? Quel dispositif avez-vous choisi? Alors, je suis resté sur un dispositif porté par une fédération et je reste dans ce que je vous disais tout à l'heure, celle de la Fédération nationale du sport en milieu rural, donc qui est dans l'étude que je vous ai expliqué, que je vous présentais tout à l'heure. On est là sur la lutte contre les inégalités territoriales en développant ou en amenant la structure sportive au plus près justement des citoyens. On disait tout à l'heure, où ça a été évoqué à plusieurs reprises, la question du lieu de pratique ou de l'existence sur un territoire d'un tissu associatif pour justement accompagner, sensibiliser, être dans l'interaction avec les collectivités ou répondre tout simplement aux besoins d'un collectif d'individus pour développer une pratique et pas présent sur l'ensemble du territoire. On a des territoires ruraux, donc c'est pour ça que j'ai pris cette inégalité territoriale plutôt en zone très rurale, puisqu'on parle de communautés de 50 à 200 habitants, et l'idée que de la Fédération nationale des sports en milieu rural, c'était d'amener à travers cette action qui s'appelle Mobile Sport, une activité sportive, alors c'est un camion qui se déplace, avec cette idée d'amener une trentaine d'activités au plus près des collectivités, mais sur un concept à la carte. Ça peut être simplement une action de sensibilisation autour de dizaines d'activités à l'occasion, en début d'année, de forums, ou en tout cas de sensibilisation à la pratique. Ça peut être en lien avec l'école primaire qui est dans le coin, où il y a peut-être juste une classe mixte, ou un peu plus, parce que ça existe de plus en plus rarement une seule classe dans un village, mais d'être comme ça, de travailler avec les enseignants sur une approche. Ça peut être aussi travailler avec des maisons de retraite ou des EHPAD sur une activité adaptée justement à l'état de santé de ces publics. Donc vraiment un travail à la carte avec la collectivité pour être sur de l'initiation jusqu'à des cycles récurrents pour justement permettre quand même d'engager suffisamment les personnes dans cette envie de pratiquer, alors qu'à côté d'eux, il n'y avait pas justement d'activité organisée. L'intérêt aussi de ce dispositif qui a été créé en 2015
par la fédération et qui est parti sur une initiative dans l'Ardèche. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de départements dans lesquels tournent ces camions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi pour évoquer l'intérêt et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure en termes de pratiques féminines, il y a aussi des initiatives qui ont été faites, par exemple à Toulouse, où là, le camion s'est déplacé en lien avec la collectivité et surtout les acteurs sociaux du quartier concerné. C'était d'amener ce camion au pied des immeubles et pour faciliter, sensibiliser la pratique féminine et justement permettre à ces femmes qui n'ont pas toujours la possibilité de trop s'éloigner de venir au pied d'immeubles et de pouvoir s'initier à une pratique sportive adaptée. Et on est là dans justement quelque chose qui peut répondre aussi bien à un besoin de pratique sportive dans des quartiers, dans des territoires très ruraux, mais comme voilà, l'exemple a été donné sur un quartier politique de la ville. Parfait, merci. Merci beaucoup pour cet exemple à double titre déjà, parce que j'ai déjà vu la vidéo de ces camions et je vous invite à aller la voir sur Internet. C'est très impressionnant de voir tout ce qu'ils font tenir dans un camion et ensuite ça se déploie sur une prairie et ça permet vraiment de pratiquer beaucoup d'activités sportives. C'est la première chose. Et puis la seconde, c'est qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de pratiques et de difficultés de pratiques dans les quartiers prioritaires de la ville, mais très peu en territoire rural. Et donc je voulais juste signaler que c'est aussi une préoccupation, y compris à l'INJEP, et que vous l'avez vu, on nous a présenté des travaux sur la difficulté et les freins à la pratique, et on le fera aussi sur les pratiques en ville et à la campagne pour les différencier, et je vous redonne la parole. Je suis désolé, c'est juste parce que la présidente Brigitte Linder m'avait demandé bien de préciser, et j'ai complètement oublié, de vous dire que justement, même si on était sur ces activités développées par ce camion, un lien est toujours créé avec le tissu associatif environnement, parce que l'idée, c'est pas simplement d'amener une pratique et un moment de s'en aller et ne plus rien proposer. C'est quand même de créer ce lien avec le tissu associatif dans les kilomètres environnants, et créer ce lien aussi pour faire en sorte que ces personnes qui ne passaient pas la porte du club qui était à une vingtaine de kilomètres, aujourd'hui le fassent lorsque le camion se déplace. Il y a justement une invitation faite des éducateurs ou des présidents ou des dirigeants de ces associations de venir également sur le lieu où se déroule l'activité proposée par le camion mobile sport. Voilà. Parfait, merci pour ces précisions, et je vois que votre présidente nous a rejoint à nouveau et vous a écouté sur cette intervention. Yacine, qu'avez-vous choisi comme dispositif concret à nous présenter ? Écoutez, vous m'avez fait faire des nœuds à la tête pour essayer de sortir les projets les plus pertinents. Je vais essayer d'être très synthétique, mais je vais en parler de trois. Le premier, du stade vers l'emploi, porté par la Fédération française d'athlétisme, où l'idée c'est de faire converger des acteurs de différents horizons. Alors on a souvent tendance à dire que le sport intègre, le sport insère, mais si on n'a pas une approche globale, ça ne peut pas marcher. Et l'idée de la Fédération française d'athlétisme, c'est de pouvoir mettre autour de la table des acteurs du monde économique, Pôle emploi, les missions locales autour de la table, et essayer de trouver des solutions pérennes à des personnes qui sont très souvent décrocheurs. Ça, c'est le premier projet, et il rejoint aussi l'ambition qu'a l'agence autour de l'emploi. Et ça, c'est le deuxième dispositif. 5000 emplois qui sont soutenus chaque année et qui permettent aussi des ponts avec la formation, et je pense au dispositif Sésame porté par le ministère des Sports. Chaque année, ce sont plus de 4000 clubs qui bénéficient d'un soutien financier à hauteur de 12 000 € par an sur 2 voire 3 ans. La question de l'insertion professionnelle, elle est un axe essentiel de l'engagement de l'agence, et ça, c'est le deuxième dispositif. Le troisième, et ça fait écho à la table ronde précédente sur l'émancipation, il y a des pratiques qu'on voit plus à la télé, il y a des pratiquants qu'on voit plus que d'autres, on voit plus de valides que de parasports, on voit plus d'hommes que de femmes, et l'idée de l'agence, en partenariat avec le CNOSF et le ministère des Sports, c'est de pouvoir soutenir des événements sportifs
sportifs qu'on a du mal à voir à la télé, de soutenir aussi des reportages ou des documentaires qui vont mettre l'accent sur des thématiques qu'on ne voit peu, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'homophobie, l'acceptation de l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a des dérives autour de l'audiovisuel et qu'est-ce qu'on en fait derrière, mais si il y a un volet pédagogique sur l'acceptation du corps, sur comment on perçoit la différence dans la pratique sportive, ça peut passer par des événements qu'on ne voit pas assez. Et l'idée de l'agence, c'est de pouvoir soutenir les fédérations, les acteurs du mouvement sportif et d'autres acteurs associatifs qui souhaitent diffuser des images qu'on ne voit peu. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Merci. Donc 3 pour le prix d'un. Merci pour ce lot. Je ne m'attendais pas à tant. En tout cas, merci à tous pour ces exemples très, très inspirants. On va en venir maintenant au troisième temps de notre table ronde. La ministre le rappelait tout à l'heure. On peut difficilement discuter de pratiques sportives actuellement sans parler de l'événement majeur à venir, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et donc, on va s'interroger maintenant sur l'effet de levier de ces Jeux sur la pratique sportive pour tous, y compris pour ceux qui sont éloignés du sport. Alors, je crois qu'on peut se dire que la littérature académique, qui a regardé ce qui s'est passé par le passé dans des différents pays qui ont été organisateurs des Jeux, doit nous appeler à une certaine modestie, puisque ce qu'on a vu, c'est qu'on a rarement observé de hausse très très forte de la pratique à l'issue des Jeux dans les pays organisateurs. Ça montre que ça dépend sans doute pas vraiment d'un pur effet Jeux Olympiques qui suffirait à lui-même, mais plutôt des politiques qui sont mises en place, notamment en matière d'offre, d'équipements sportifs, mais aussi, on l'a beaucoup souligné aujourd'hui, l'offre ne suffit pas toute seule, et il y a besoin d'accompagnement des pratiques. D'où ma première question pour vous, Gilles. Comment se saisir de cet effet de levier des Jeux Olympiques et Paralympiques ? Alors effectivement, Augustin, tu l'as dit, les JOP sont une opportunité. C'est vraiment une opportunité à saisir. On a attendu ces Jeux Olympiques et Paralympiques depuis maintenant tellement longtemps que tout le monde est hyper motivé pour que ces Jeux soient une réussite. Alors la première condition, effectivement, que ce soit une réussite, c'est qu'on ait des résultats. Résultats sportifs parce que les champions vont entraîner dans leur sillage une envie de sport, vont déclencher une envie de pratiquer, que ce soit en compétition ou pas, et donc là, évidemment pouvoir amener nos champions vers le très haut niveau, la très haute performance, c'est une des conditions qui va nous permettre évidemment ensuite de décliner. Ensuite, il faut que ces Jeux soient une fête et une réussite. Et ça, c'est un travail évidemment qui est mené avec le comité d'organisation et tous les acteurs. On se rappellera du fait que la cérémonie d'ouverture était grandiose, que tout s'est bien déroulé, que les gens ont pu participer, s'approprier l'événement. Et ça aussi, c'est un deuxième phénomène déclencheur, c'est de pouvoir faire partager à la France entière ces Jeux Olympiques, et non pas évidemment que ce soit des Jeux qui restent concentrés sur l'Île-de-France. Donc ça, c'est un deuxième enjeu qui va aussi déclencher. Et puis ensuite, à moyen long terme, évidemment, c'est toute la préparation en amont, c'est ce plan héritage, qui est actuellement en cours, non pas d'élaboration, mais d'action, puisque on travaille en interministériel, on travaille avec le mouvement sportif, on travaille avec l'ensemble des acteurs, des partenaires, pour que cette envie de sport monte crescendo jusqu'à l'ouverture de ces JOP, et puis qu'ensuite, tous ceux qui ont pris goût parce qu'ils ont eu accès à une découverte sportive, à une pratique, ils ont pu découvrir quelque chose qui va parfois au-delà du sport. On a parlé d'insertion, on a parlé d'inclusion, on peut parler aussi de découverte de ses propres qualités, de cet aspect convivial qu'est le sport. Eh bien, on aura réussi ces Jeux Olympiques. Et évidemment, ce que l'on souhaite, c'est que cela perdure et qu'on puisse se retrouver avec nos millions de pratiquants supplémentaires grâce aux JO. Alors effectivement, ça n'a pas été le cas par le passé, mais je crois qu'on est un pays qui a bien compris et qui a bien retenu les leçons du passé. Et je crois que tout le monde est en ordre de marche pour que ces Jeux soient à la fois une fête, une réussite, et surtout un formidable déclencheur et un formidable élan pour la pratique sportive en France. Je le souhaite et ça donne déjà envie d'y être.
Je me tourne maintenant vers vous, Yacine. L'Agence nationale du sport a bénéficié d'une forte hausse de son budget à l'approche des Jeux Olympiques. D'abord dans le cadre du plan de relance et ensuite dans le cadre du plan de déploiement de 5000 équipements sportifs de proximité dont on a déjà eu l'occasion de parler. Donc je voulais que vous puissiez nous en dire plus. Et puis je crois que vous êtes beaucoup investi dans le programme et l'appel à projet Impact 2024, dont on a aussi beaucoup parlé. Donc je voulais savoir si par ailleurs il y a quelques projets qui avaient particulièrement retenu votre attention au-delà de ceux que vous avez pu nous citer jusque-là. Oui, alors avant de rentrer dans les projets qu'on a retenus, et M. Gilles Quénéavé a parlé d'Impact 2024, et Madame la Ministre tout à l'heure a parlé du plan équipement. Pour préparer 2024, j'ai envie de vous dire qu'on doit préparer 2025, 2030. Il faut s'inscrire sur la durée, et le plan équipement en fait partie. Le deuxième axe que porte l'agence, c'est de pouvoir travailler sur l'impact et l'héritage dès à présent. Et depuis l'an dernier, avec le CNOSF, avec le CPSF, Elie était là tout à l'heure, et Paris 2024, on porte un appel à projet qui est commun. C'est la première fois que plusieurs institutions du monde sportif agissent et travaillent main dans la main pour essayer de soutenir les projets socio-sportifs. L'ambition de l'agence est de pouvoir travailler sur le bâti et pouvoir construire les équipements de proximité de demain. Alors on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu parler des limites sur les grands plans, équipements, etc. Et je le partage tout à fait. Il faut associer à ça une dimension socio-sportive à ces équipements. C'est comment on va accompagner les collectivités, comment on va accompagner les clubs. Et ce versant-là, c'est un peu la question de l'innovation sociale. Et cette dimension-là, elle est portée en partie par l'appel à projet et le partenariat qu'on porte avec Paris 2024. Et ces innovations-là, elles sont de plusieurs ordres. Et le leitmotiv, entre guillemets, c'est de pouvoir décloisonner les univers et les champs. Je vous donne un exemple. L'UFOLEP travaille avec Emmaüs Solidarité, qui n'est pas un acteur du sport, pour essayer d'accompagner les personnes les plus précaires. APF France Handicap n'est pas un acteur du sport, mais travaille avec la Fédé d'Aviron pour adapter certains équipements à des typologies d'handicap. Ce sont ces dimensions-là, ce sont ces innovations-là qui vont permettre de travailler sur l'héritage, mais qui vont permettre aussi d'inscrire dans la durée des partenariats qui vont permettre de favoriser la pratique de tous et tous, mais surtout, et c'est l'objet de cette table ronde, de réduire les inégalités. Et je pense, et je vais conclure là-dessus, je pense que c'est les engagements des uns et des autres, la collégialité de l'agence, le monde économique, l'État, les représentants des collectivités et le mouvement sportif qui, main dans la main, on pourra travailler et essayer de réduire les inégalités qui ont existé, qui existeront aussi après 2024, mais essayer de donner les dispositifs et les processus qui permettront de les réduire. Merci beaucoup. Johan, les fédérations sportives sont évidemment très attendues sur le volet haute performance à l'approche des JOP, avec l'objectif, je le rappelais tout à l'heure, d'atteindre le top 5 du nombre de médailles. Mais comment se saisissent-elles également de l'enjeu de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques ? Je voudrais juste revenir sur un point concernant justement l'action d'utiliser les Jeux comme levier fort pour une nation qui accueille les Jeux sur le développement ou l'impact du développement de la pratique sportive sur le territoire. Si on reprend, parce qu'en plus c'est accessible sur le site internet du CIO, si on reprend les propos du président du Comité international olympique lors de la session de mars dernier, il a relevé dans son premier axe de cet agenda 20 plus 5, la question de l'enjeu de la solidarité à l'échelle planétaire. Comme quoi les Jeux sont également un levier formidable pour marquer dans le temps cette question de solidarité où on sent où la question du respect, de l'inclusion, de l'égalité perd un peu du terrain un peu partout. Si on prend les déplacements de population, si on prend les réfugiés, c'est indéniable. Et il évoque fortement le fait que les
les Jeux sont un bon levier pour avoir cet traitement de cette question de solidarité à la fois au sein des sociétés, mais les sociétés entre elles. Ça, c'est pour replacer les Jeux olympiques qu'on va accueillir dans ce contexte international. Si on reste à l'échelle un peu plus française, j'évoquais tout à l'heure le programme ambitieux de notre présidente Brigitte Henriques, et dedans, dès le début de sa campagne, elle a marqué fortement le souhait que, justement, le CNOSF devait jouer, participer, accompagner les fédérations à la pleine réussite justement de ces Jeux olympiques et de leur héritage, qu'il soit matériel, immatériel, et surtout à travers ses propres actions, mais également en fédérant l'ensemble de ses membres, c'est-à-dire les 108 fédérations. Et donc il y a tout un système, comme je l'évoquais tout à l'heure, une organisation interne avec la mise en place de pôles dédiés aux grandes causes nationales. On a une vice-présidente, donc en termes même de gouvernance, une vice-présidente, Marie-Françoise Potreau, qui a été désignée en qualité de vice-présidente en charge de Paris 2024 et de la mixité, avec cette idée que justement, à travers la mise en place de concertation, la mise en place d'une nouvelle manière d'avancer entre guillemets les pions, c'était forcément avec l'appui et sous couvert de consultation de l'ensemble de ces fédérations. On évoquait, je ne peux pas rentrer dans le détail de l'ensemble des sujets, mais sur les dimensions de l'engagement à travers la question des volontaires, de la célébration, le relais de la flamme, du Club France, de la Villette, qui sera aussi un moyen pour le CNOSF de faire rayonner la France sur l'ensemble de ces aspects. Il y a toute la partie héritage sur laquelle on appuiera également les fédérations à rentrer justement dans cette question du fonds de dotation, de l'engagement citoyen, de Génération 2024 en direction des publics les scolarisés, etc., etc. On voit que les actions sont nombreuses et riches. Merci. Je me tourne enfin vers vous, Mokrane, pour que vous puissiez évoquer avec nous l'héritage des JOP en Seine-Saint-Denis, qui est, on le sait, un des objectifs principaux du comité d'organisation. Sentez-vous déjà dès 2021 un effet JOP qui vous aide dans votre travail quotidien en tant que directeur municipal des sports? Alors, je le disais dans mon propos introductif, le sport, c'est pas une compétence obligatoire. Et donc, de fait, ce coup de projecteur qu'est les JO, à notre échelle, les élus, forcément, ce coup de projecteur qui est mis sur les pratiques sportives, qui est mis sur le sport, on voit des moyens supplémentaires qui sont mis à l'échelle des collectivités sur le développement de pratiques sportives. C'est vrai qu'on peut parfois un peu le regretter qu'on attende ce coup de projecteur-là. Enfin, les directeurs que nous sommes, on aimerait bien vraiment que cet engagement-là dure dans le temps. Après, forcément, on se prête au jeu des JO et du projecteur pour essayer de faire avancer un certain nombre de sujets. Après, à l'échelle un peu plus... sur les préoccupations, les interrogations, c'est vrai que la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui est parfois un peu méfiant. On a eu la chance d'avoir 98, la Coupe du Monde, et le Stade de France. Il faut savoir que le Stade de France, pour nous, c'est une fierté, mais ça reste aussi quand même une énigme dans notre territoire. C'est que c'est un grand équipement qui n'est pas utilisé. En fait, c'est un grand stade qu'on a sur notre territoire, qui n'est pas utilisé quotidiennement. Et donc là, sur les programmes, et quand on évoque 2026, 2027, 2028, 2023, etc., la préoccupation on voit bien qu'en termes structurellement, on répond à préoccupations qui étaient celles de notre territoire, en termes structurellement, avec des équipements, le plan piscine. Oui, on va avoir des belles piscines qui vont être construites, etc. C'est une réalité, on en est fiers, on en est content, on le voit venir, on commence à avoir les coups de pioche, donc c'est une satisfaction pour nous. Après, la préoccupation qui est la nôtre, c'est derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment, je reprends le plan des 5000 équipements, et ça me permet de corriger le propos de ce matin oui, il nous faut des équipements de proximité. Il nous faut, je parlais des district workout, oui, on a besoin de ce type d'équipement, mais on n'a pas besoin
que de ça, et on n'a pas besoin aussi qu'on nous construise quelque chose sans penser à son fonctionnement. Et c'est souvent la difficulté, c'est qu'on a construit un stade pour accueillir la Coupe du Monde, mais derrière, on n'a pas pensé à son fonctionnement derrière, on n'a pas pensé à ce qu'on pouvait en faire. Et nous, ce qui nous interroge, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, comment on accompagne. On voit très bien la mutation des pratiques sportives sur notre territoire. Le strict workout en est une pratique nouvelle. On évoquait tout à l'heure l'émancipation. On voit bien qu'à un moment donné, il y a des mouvements qui se créent. Et nous, on est prêt à accompagner tous ces mouvements-là de développement pratique qui viennent un peu bousculer les sports traditionnels. On est prêt à accompagner tout ça. On est prêt à accompagner tous ces nouvelles pratiques. Mais je pense qu'il faut que les choses soient bien réfléchies, qu'ils soient pensés, et avec aussi avec les acteurs du territoire, qui sont le directeur des sports, mais aussi si on veut construire des équipements et que les femmes viennent pratiquer, il faut qu'on pense aussi les équipements avec elles. Il faut qu'on pense les équipements avec les personnes en situation de handicap. Il faut qu'on pense les équipements de manière plus large. Ça nous permettra de mieux répondre à la question de son fonctionnement. Merci, je crois que le message est passé et bien passé. Nous avons maintenant le temps pour prendre quelques questions de la salle. Et il y en a quelques-unes, déjà j'en vois 4. Et donc on va prendre ces 4 premières avant d'envisager éventuellement une deuxième salle de questions. Allez-y, présentez-vous s'il vous plaît. Donc Cédric Barrault, Association Urban Runners. Sur le deuxième sujet, j'aurais aimé que l'un de vous dise qu'il a soutenu, qu'il a aidé une association non fédérée comme la nôtre, Urban Runners. Ça, c'est une aparté, mais j'aurais trouvé ça effectivement un bon exemple pour dire qu'effectivement, il n'y a pas que les clubs fédérés qui participent à tout ce qu'on dit depuis ce matin. Alors, sinon, 2 éléments suite au discours de la ministre des Sports. Effectivement, le pass au sport, 1/5 des enfants l'ont utilisé a priori. La question se pose, pourquoi il n'y a pas plus? Je me dis que, moi ça a été mon cas, mon fils fait du sport, mais pas dans un club fédéré. Et donc du coup, il ne peut pas en bénéficier. Et pour autant, il paye une cotisation de l'ordre de 400 € je crois, pour faire de l'escalade. Donc, en fait, ce chiffre de 1/5 qu'ils utilisent, finalement, c'est pas représentatif des enfants qui font du sport ou pas, ou de l'activité physique de manière générale. Donc ça, c'est un point. Ensuite, je suis content d'entendre qu'effectivement, que le groupe Vive est très engagé sur le côté sport pour tous et par tous, sauf qu'effectivement, le groupe Vive n'est pas en mesure d'assurer une association comme la nôtre. Voilà. Pourquoi? On fait que de la course à pied. La question peut se poser. Merci beaucoup. Voilà. Et je vais vous demander, prenons la question là. Oui, bonjour. Je suis un peu énervée, donc il faut que je me calme un peu et que je redescende. J'ose espérer que la journée d'aujourd'hui n'aura pas servi que de faire valoir à des politiques, parce qu'on n'est pas totalement crétins, on sait que les élections, elles ont lieu dans 6 mois. Je parle là au nom des travailleurs sociaux. Moi, je suis éducatrice, pas éducatrice sportive, je suis éducatrice sociale. Pour notre part, on a affaire à des jeunes pour qui le sport ne signifie pas grand-chose, si ce n'est voir un match de foot à la télé, et qu'il va falloir remobiliser la jeunesse et vraiment leur vendre autre chose qu'un discours démago. Nous, on se sent un peu laissés pour compte. Des associations se sentent aussi laissées pour compte. Je remercie le représentant de Madame la Ministre d'être resté jusqu'au bout, parce que c'est assez rare. Souvent ils viennent, ils prêchent leur petite messe et ils se barrent. Voilà, je trouve ça inadmissible, je trouve pas ça respectueux pour ceux qui ont organisé la journée. Donc voilà, il faut vraiment jusqu'au bout qu'on entende ce que le peuple a à dire. Voilà, la table ronde qui se termine cette journée par une caste dominante de monsieur, je trouve que c'est pas... Il faut qu'on fasse attention au discours qu'on tient aussi, qu'on soit un peu cohérent. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. La journée a eu le mérite d'exister. Elle me laisse quand même avec un sentiment qu'il y a encore à voir dans nos politiques et nos rapports aux mots, parce qu'on parle d'ambition, on parle de projet, on parle de performance, mais je vous remercie d'avoir parlé de solidarité, de coopération, d'accueil de l'autre. Voilà. Et le sport pour tous, c'est aussi des personnes vieillissantes,
qui ont besoin de créer du lien social. Donc les maisons de quartier, l'éducation populaire se perd. Et moi, je ne veux pas avoir un discours excusez-moi, je suis émue. Je veux pas avoir un discours. J'ai fini. Je veux pas avoir un discours alarmiste, mais simplement réellement inquiet. Je dis attention. Oui, c'est beau tout ce qu'on a vendu aujourd'hui, mais réellement, est-ce que la politique actuelle en marche tend vers l'éducation populaire? Est-ce que tout ce que nous sommes en train de défendre aujourd'hui va être défendu dans 6 mois? Je ne suis pas sûre. Et j'ai vraiment peur pour notre jeunesse et pour nos vieux. Merci malgré tout pour la journée. Merci. Merci de votre interpellation. Ça sert aussi à ça, ce genre de journée, à avoir des interpellations de ce type. Et y a-t-il une autre question après? Oui, merci. Écoutez, de façon très ramassée, la question posée qui est toujours affichée, quelle politique publique sportive pour réduire les inégalités, me semble essentielle. Je la mets Enfin, j'ai une réaction à laquelle peut-être vos invités pourront répondre ou pas, je ne sais pas, mais toujours est-il de façon très ramassée. Je la mets en relation avec 2 points qu'on a entendus dans la journée. Alors le premier, c'est le gros dossier des JOP 2024, donc qui vient d'être évoqué. Et le deuxième, c'est une donnée que j'ai retenue, sauf erreur de ma part, dans la toute première présentation dans la journée de la dernière production de l'INJEP. À savoir, en gros, un tiers de personnes qui pratiquent très peu, voire du tout. C'est-à-dire ceux qui pratiquent moins d'1 fois par semaine une activité physique et sportive. Bref, sur la question des JOP 2024, en fait, je réagis sur des choses qui ont été évoquées très, très brièvement depuis ce matin, mais il me semble que c'est le grand absent. Je ne me suis pas présenté, je fais une parenthèse, je m'appelle Angel Kosverdlin, je suis secrétaire national du SNEP-FSU, du Syndicat national d'éducation physique, et professeur de PS de mon métier. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale fait la promotion des Jeux olympiques et paralympiques en permanence. Nous trouvons que c'est une très bonne chose, puisque nous nous reconnaissons dans un certain nombre de choses, de valeurs olympiques, etc. Or, il nous semble très difficile à comprendre que des mesures fortes en termes de politique publique, puisque ça fait partie du cœur, ne soient pas prises concernant le seul moment où les enfants à l'école apprennent la culture sportive, à savoir l'éducation physique et sportive. Première chose. Deuxième chose, sur la question de la diapo des 35%. Je vais juste vous demander d'être bref dans votre question. Oui, je termine. L'école, et donc pour ce qui concerne le sport, l'éducation physique et sportive, est le seul moment où tous les enfants de 3 à 18 ans passent par l'apprentissage de culture sportive. C'est le seul moment où tous les enfants, y compris ceux qui ne pratiquent nulle part ailleurs et plus jamais de leur vie, j'ai envie de dire, puisque c'est ce qui sort des statistiques. Donc il me semble que des mesures fortes devraient être prises à ce niveau-là. En gros, pour vous dire les choses simplement, une consistante augmentation des horaires de l'éducation physique et sportive, de façon à ce que l'héritage ne soit pas qu'une annonce. D'accord, merci. Une dernière question peut-être rapide, et après la journée a été longue là-bas. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Olivier Riquet pour le comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis. On parle de politique, on parle de réduire les inégalités globalement. Je me pose la question de la faisabilité, parce que réduire les inégalités, c'est un travail à long terme, il me semble, on a cru le comprendre pendant la journée. Et toutes les structures sur lesquelles, en tout cas beaucoup de structures sur lesquelles on s'appuie, en tout cas dans le sport, sont des structures associatives. Et je me pose la question de la faisabilité sur la durée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une pérennité du financement de ces structures-là. D'une année sur l'autre, on répond à des appels à projets. On n'est pas sûr d'avoir les subventions, on n'est pas sûr d'avoir les financements pour continuer un projet dans lequel on s'est lancé. Et clairement, c'est une décision, c'est une volonté politique qu'il doit y avoir derrière. Et comment on peut répondre à cette problématique? Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Puis la journée a déjà été longue, donc je vais demander à nos intervenants de répondre peut-être s'ils le souhaitent. Est-ce que Gilles, tu veux... Peut-être sur le passeport, puisque c'est un des dispositifs essentiels pour nous actuellement. Effectivement, on est sur la V1 du passeport.
C'est un dispositif qui a été mis en place relativement rapidement, avec une contrainte évidemment forte qui était de permettre à un maximum de jeunes en situation financière difficile de reprendre ou de prendre une activité physique et sportive à la rentrée. Donc ça, c'est la V1. La V2 est en cours d'élaboration et on travaille évidemment sur d'autres hypothèses pour élargir le spectre des bénéficiaires, élargir le spectre des structures éligibles. Donc tout ça a fait l'objet d'un travail qui va nous permettre dans la V2 qui va débuter en 2022, peut-être d'être un peu plus large, un peu plus souple sur les critères d'attribution. Mais en tout état de cause, évidemment, les questions que vous posez, on les a bien en tête. Maintenant, reste à savoir de quelle façon on va pouvoir être le plus efficient possible avec les sommes qui nous seront allouées. On a 100 millions d'euros qui sont pérennisés et qui vont nous permettre évidemment de poursuivre ce dispositif. Mais on a bien en tête évidemment toutes les questions que vous vous posez. Après, on aura des arbitrages qui ne dépendent pas de nous, mais il est important effectivement de pouvoir poursuivre dans la veine de ce dispositif et de permettre à nos jeunes de pratiquer une activité, quelle que soit évidemment la structure. Donc on attend les arbitrages, et puis tout ça fait partie d'un plan beaucoup plus large, puisque pour la première fois, le ministère des Sports sera milliardaire en 2022. On aura un budget des sports qui va dépasser le milliard, ce qui est quand même un signe fort et une volonté politique certaine de pouvoir financer des dispositifs, évidemment favoriser la pratique pour tous et partout et pour tous. Mokran, vous vouliez répondre également. Bon, je fais une réponse, une réaction, juste... Déjà, désolé, c'est vrai que l'exercice auquel on s'est prêté avec le délai ne nous permet pas forcément d'exprimer, d'exploiter tout ce qui a été proposé. Mais enfin, moi, je rassure la dame, je crois qu'elle a dû partir. Non, nous, il y a des actions qui se mettent. Effectivement, il y a des. Quand je parlais de liens, ce petit coup de projecteur nous permet de travailler en lien. Les dispositifs qui sont lancés à la fois par l'ANS, mais Impact 2024, on parle de consortium, on parle de coalition. La crise sanitaire, nous, les associations sportives, pendant la crise sanitaire, elles se sont réinventées. Elles se sont complètement réinventées. Elles ont été travaillées avec des associations socioculturelles, avec des centres sociaux, avec des travailleurs sociaux. C'est vrai qu'on était chacun dans nos couloirs. Cette crise, elle a eu un impact très fort sur nos territoires, mais elle nous a aussi permis de nous réinventer. Repenser un peu la façon d'aborder les choses, et je pense que c'est ça qu'il faut. Enfin, quand je parlais on sait qu'on a un espace-temps qui est celui des JO, pour essayer de repenser le modèle du sport, repenser la pratique, que les associations profitent aussi de se réinventer, de repenser les choses. Mais voilà, concrètement, nous, il y a des actions qui se mettent en place sur notre territoire, qui sont remarquables. Je prends des formations, on parle de formations de maîtres nageurs, avec les travailleurs sociaux, avec les éducateurs spécialisés. On est capable d'amener des jeunes qui sont non nageurs, on les amène vers des réussites professionnelles qui sont concrètes. On a des dispositifs Vivre en sport, la question de la boxe qui a été évoquée tout à l'heure. On a avec Sarah Ouramoun qui met en place des projets remarquables. Donc il y a des choses qui se mettent en place. C'est clair que l'espace-temps, le cours qui nous est donné, et on en est désolé si on n'a pas été à la hauteur des attentes du public, mais voilà, concrètement, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'être capable et de sortir. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ces trucs un peu corporatistes, prof de PS, éducateur sportif, maître nageur, etc. Il faut qu'on se mette tous autour d'une table, être capable de tous se mettre autour d'une table et de savoir qu'est-ce qu'on met sur la table pour pouvoir avancer collectivement, pour essayer de créer un projet ambitieux pour nos territoires et pour la France. Merci Mokran. Johan. Le point qui a été évoqué tout à l'heure, de savoir est-ce qu'on peut justement être sur ces logiques ambitieuses, sachant que sur le terrain, les clubs, c'est des bénévoles et on n'est pas sur un système économique, on va dire stable, ou avec une vision à long terme, puisqu'il faut répondre à des appels à projets, il faut tous les ans repartir sur une présentation de budget, on ne peut plus avoir des budgets pluriannuels, etc. Donc il est clair que ces questions d'inégalité, de toute façon, concrètement, c'est au local que ça se passe. Le petit truc qui fait que ça prend que
l'écosystème à l'échelle du quartier ou à l'échelle de la vie du village, il y a quelque chose qui se passe, c'est parce que les acteurs se sont rencontrés, où il y a justement quelqu'un qui prend avec un collectif, se prend en main et propose justement une activité qui va répondre aux besoins, à l'attente de la population en matière sportive, mais ça peut être vrai sur beaucoup d'autres secteurs d'activité. Ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi que, je reviens sur l'étude, c'est que les fédérations s'en emparent et comprennent que la question de la pratique sportive, de l'encadrement qui doit être de qualité, avec des éducateurs irréprochables, je ne vais pas revenir sur la question des violences dans le sport, les discriminations, mais ça c'est un fait et ça les fédérations le font depuis longtemps. Là on voit que cette mise en avant de la dimension sociale ou de l'impact social qui donne du sens à la pratique pour un jeune, pour une personne âgée, pour une personne qui est avec un état de santé un peu plus faible, elle s'en empare et ça devient au cœur de leur stratégie de développement. On voit, tout à l'heure on parlait, alors je ne sais pas s'il est encore là, le président de la Fédération française de badminton qui mène demain au CESE un colloque sur la performance sociale. On est vraiment sur ces prises en compte par les fédérations de cette dimension sociétale qu'est la pratique sportive dans son acceptation la plus large. Et c'est aussi à montrer parce que ce n'est pas souvent là-dessus que les médias vont communiquer. On va communiquer justement quand il y a une bouteille d'eau qui arrive sur la tête d'un joueur et tout de suite ça prend des proportions. Par contre, il y a très peu de médias qui vont s'attacher à aller voir ce qui se fait de bien. Et c'est important aussi de montrer que c'est tout l'écosystème fédéral, alors je suis désolé, je parle de l'écosystème fédéral, qui se met aussi dans cette démarche et les Jeux Olympiques vont être un accélérateur de ces changements de mentalité comme on évoqué tout à l'heure, où tout ça, ça prend du temps. Merci, Johan. Et Yacine, vous aurez le mot de la fin, très bref, s'il vous plaît. Très rapidement, M. Ramoud l'a dit, l'exercice n'est pas évident. Et vous avez en face de vous un fervent défenseur des acteurs non fédérés. Et présenter les différentes actions, c'est vrai que j'aurais pu mettre en avant Breizh Insertion Sport en Bretagne, le Dalier en Aura. Enfin, il y a une multitude d'acteurs qu'on soutient, mais je suis d'accord avec vous, le chemin il est encore long. Et l'idée, c'est aussi au sein de l'agence de faire travailler des acteurs fédérés et des acteurs non fédérés. Et voilà, le chemin est encore long et je partage totalement. Pour le GDOS, je suis un administratif, j'ai pas honte de le dire. On gère des appels à projets d'année en année et on a vraiment à cœur de pouvoir créer de la pluriannualité dans les projets et c'est vrai que c'est pas du tout évident. Le dernier mot, quand même, juste sur la caste dominante. Voilà, à titre personnel, je viens d'un parcours socio-sportif basique. J'ai été éducateur sportif, j'ai eu mon BAFA, voilà. Et on arrive à des instances comme l'agence ou comme d'autres structures et on essaye d'impulser des choses qui peuvent essayer de répondre à des inégalités. Alors, tout n'est pas parfait, mais voilà, on a vraiment à cœur de pouvoir travailler sur ces politiques, sur ces inégalités et de pouvoir créer ce ruissellement et qui puisse être le plus adapté et le plus spécifique au territoire pour répondre aux inégalités et le chemin est encore long. Merci beaucoup à nos 4 intervenants. Vous pouvez les applaudir. Et nous pouvons aussi remercier l'ensemble des intervenants de la journée. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi aujourd'hui, parce que j'ai appris beaucoup de choses, que vous repartez avec la matière à réflexion. Je vais pas être plus long, mais juste prendre le temps de remercier les équipes de l'INJEP qui ont beaucoup donné pour que cette journée soit réussie, et plus particulièrement le cœur d'équipe d'organisation. Merci beaucoup pour eux. Et puis je voulais tous vous remercier, toutes et tous vous remercier d'avoir participé à ces journées, que ce soit ici avec nous dans la salle ou sur Facebook Live. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre. Et je vous donne maintenant rendez-vous pour une collation, pour qu'on puisse prolonger cette discussion autour d'un verre, toujours dans l'espace olympique. Bonne route à vous et portez-vous bien. À très bientôt.